Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Parisienne, la chaîne qui vous fait découvrir Paris à travers son histoire et son patrimoine. Si chaque quartier a son monument phare, il en possède d'autres tout aussi intéressants. Je vous invite à les découvrir. La rue Louis-le-Grand débute rue Daniel Casanova et se termine boulevard des Italiens. Elle mesure 370 mètres de long et 15 mètres de large. La rue doit son nom au voisinage de la place Vendôme, qui se nommait à l'origine place Louis-le-Grand. Ici, il s'agit de Louis XIV. La rue est percée en 1703 à la suite d'un arrêté du Conseil du Roi, signé à Marly le 3 juillet de cette même année. En 1868, elle est coupée par le percement de la rue du 4 septembre, prolongeant ainsi la rue Réaumur. En 1876, elle est victime d'une nouvelle amputation avec le percement de l'avenue de l'Opéra. Durant la Révolution française, la rue est renommée rue des Piques afin de suivre le mouvement de la place Vendôme devenue la place des Piques. Nouveau régime, nouveau nom. La Restauration leur rendit à toutes les deux leur nomination initiale. Numéro 1. Le nom du peintre catalan Hyacinthe Rigaud est immortalisé par une plaque apposée sur la façade de l'immeuble. Rigaud est considéré comme l'un des plus célèbres portraitistes de la période classique. Il doit sa célébrité à la fidélité de la dynastie des Bourbons, dont il peint les effigies sur 4 générations. Son œuvre livre une galerie de portraits quasi complète des dirigeants du royaume de France entre 1680 et 1740. Ce peintre du roi, directeur de l'Académie royale, avait installé son atelier dans cet immeuble où de nombreux collaborateurs l'assistaient dans son œuvre pour satisfaire une clientèle aisée de nobles et de bourgeois. Après une brillante carrière, Rigaud s'est éteint dans cette demeure. Numéro 3. L'immeuble fut construit au XVIIIe siècle par l'architecte Jules-Michel Hardouin. La façade, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 24 mars 1925, se singularise par les faciès remarquables des mascarons. Le portail monumental du XIXe siècle a conservé ses heurtoirs d'origine. Numéro 7. Emplacement de la Pépinière Théâtre ou plus simplement de la Pépinière. Le 3 mai 1919, Saint-Granier et Gaston Gabaroche inaugurent le petit théâtre sous le vocable de Théâtre de la Potinière, en référence à l'établissement de Deauville. Les plans sont de l'architecte Bouteille et les décors de Mélano de Cassina. Le programme se veut spirituel et cancanier. Danseront-ils de Saint-Granier et Abadie, Vas-y voir de Saint-Granier et Rip, et Mazout alors de Saint-Granier et Briquet avec Arletty dans le rôle-titre. En 1920, Raoul Odier prend la direction du théâtre et invente, avec son collaborateur Édouard Baudu, Les Goûters à la Parisienne, 2 heures de spectacle avec des concerts de 16h à 18h. Puis, les directeurs se succèdent, Jean Charlot en 1924, Maurice Suez en 1926, Marguerite Bérizat en 1928, Raoul Odier en 1929 et Camille Choisy, le fondateur du théâtre Saint-Georges en 1933. En 1935, le théâtre est transformé en salle de cinéma. 3 ans plus tard, les frères Vincent et Émile Isola y présentent un spectacle de prestidigitation, Miracle et Illusion. Le théâtre prend le nom de Théâtre Isola. En septembre 1938, Max Dancet, l'ancien administrateur de Raoul Odier, reprend les rênes du théâtre et le renomme Théâtre Georges VI, en référence au théâtre voisin Édouard VII. Le 10 juin 1940, le théâtre est fermé. Il rouvre ses portes le 6 juillet sous le nom de Théâtre Louis-le-Grand, avec un spectacle de music-hall. 2 ans plus tard, Jean de Turenne prend la direction du théâtre et lui redonne le nom de Théâtre de la Potinière. Martine de Breteuil lui succède en 1948, axant essentiellement sa programmation sur des comédies et des vaudevilles. L'établissement ferme en 1958. Janvier 1961, réouverture sous le nom de Théâtre des Deux Masques, avec SOS 117, pièce de Jean Bruce avec Claudine Coster. En 1962, le bâtiment reprend le nom de Théâtre de la Potinière. Denise Moreau-Chantegris en prend la direction en 1966. Jusqu'en 1974, la programmation est axée sur les comédies.
En 1975, après une fermeture de quelques mois, Pierre Sala s'installe aux commandes et rebaptise l'établissement Biothéâtre jusqu'en 1978 où il reprend son nom initial, soit La Potinière. Octobre 1984, l'émission de Philippe Bouvard sur Antenne 2, le Petit Théâtre de Bouvard, y est enregistrée. 1987, Journal d'un curé de campagne, d'après Georges Bernanos, avec Thierry Fortineau. La pièce reçoit le Grand Prix de la critique dramatique et le Prix Molière. En décembre 1993, Pierre Jacquemont prend la direction du théâtre qu'il appellera Pépinière Opéra pour mieux illustrer la nouvelle orientation musicale qu'il souhaite y donner. Les spectacles présentés sont régulièrement nommés et lauréats aux Molières. En janvier 2008, Antoine Coutreau, Emmanuel de Dietrich et Caroline Verdussap reprennent la direction de l'établissement, qui prend son nom actuel, donc La Pépinière. La capacité de la salle est actuellement de 347 places. Numéro 9. Hôtel de Varignon de Villemarais. Le général marquis de Chasseloup-Laubat y vécut en 1780. De 1843 à 1847, le musicien polonais Napoléon Horda vécut dans cet immeuble. Il naquit le 11 février 1807 en Biélorussie actuelle. Il participa à l'insurrection de novembre contre la Russie, ce qui lui valut l'exil. Il voyagea dans plusieurs pays européens avant de s'installer à Paris en 1833. Il devint l'un des membres les plus actifs de la diaspora polonaise et ami de Frédéric Chopin, qui lui apprit le piano. Le journal Le Canard enchaîné s'y installe de 1927 à 1940, précédé du périodique français L'Œuvre de 1904 à 1940. L'œuvre fut lancée le 13 mai 1904 par Gustave Théry, ancien rédacteur du Journal et du Matin. D'abord mensuel, ce périodique devint hebdomadaire en 1910, puis quotidien en 1915. Le journal affiche des idées radicales socialistes et pacifistes. Pendant la Première Guerre mondiale, et malgré la censure, y paraît Le Feu d'Henri Barbus, publié en feuilleton sous le titre Journal d'une escouade, rectifiant ainsi l'image de la guerre dans les tranchées. Lors de la conférence de paix avec d'autres journaux de gauche, il soutient les 14 points de Wilson contre Clémenceau. Théry prend pour principal collaborateur le pamphlétaire Urbain Gauthier. Théry et Gauthier ont toujours fait montre d'un antisémitisme virulent. L'œuvre est favorable au cartel des gauches en 1924 et au Front populaire en 1936. Son slogan « Les imbéciles ne lisent pas l'œuvre ». Ses manchettes accrocheuses et la forte personnalité de ses journalistes font son succès pendant l'entre-deux-guerres. Gustave Théry meurt en juin 1928 et sera remplacé par Henri Rode. Le 10 juin 1940, le journal quitte Paris pour Saint-Étienne, puis Clermont-Ferrand. Il réapparaît dans la capitale le 24 septembre 1940. Dirigé depuis le 5 juillet 1940 par Marcel Déat, qui l'engage dans la voie de la collaboration et de l'antisémitisme. Sa ligne éditoriale sous le régime de Vichy fut celle d'un collaborationnisme pro-nazi défendant les thèses du Rassemblement national populaire, RNP, tout en manifestant un certain antipétainisme, trouvant le pouvoir établi à Vichy pas assez engagé dans la collaboration européenne et trop réactionnaire. À la suite de la loi numéro 46-994 du 11 mai 1946, le journal est placé sous séquestre judiciaire. Numéro 11. Demeure du général et homme politique Auguste Bertin de Vaux. Fils de Louis-François Bertin de Vaux, il est officier de cavalerie et officier d'ordonnance du duc d'Orléans. Il est député de Seine-et-Oise de 1837 à 1842, siégeant dans la majorité soutenant les ministères de la monarchie de Juillet. Il est pair de France de 1845 à 1848. Bertin de Vaux reprend sa carrière militaire en 1848 comme colonel et devient général de brigade en 1852 et général de division en 1861. Numéro 18. La maison Braun et compagnie fut une affaire familiale d'une grande renommée qui lui valut de travailler dans les plus beaux musées français, ainsi qu'à l'étranger, entre 1853 et 1969. Adolphe Braun parvint à s'imposer sur le marché en dépit de la forte concurrence.
À l'origine dessinateur sur étoffe, il fut formé à Paris avant de s'installer à Mulhouse en 1843 pour travailler dans la firme de textile Dollfus Haussé. Il y expérimenta la daguerréotypie. Numéro 19. Demeure de l'homme politique Pierre-Marie Pietri. Après des études de droit à Aix-en-Provence, il devient avocat à Paris. Attaché au cabinet de Crémieux, il participe à l'insurrection de juin 1832 et s'associe à la protestation de Ledru-Rollin contre l'état de siège. Il s'affilie à la Société des droits de l'homme et conspire contre Louis-Philippe Ier. Après la Révolution de février 1848, il se déclare républicain. Nommé commissionnaire du gouvernement provisoire en Corse, il est élu le 23 avril 1848 représentant de ce département à l'Assemblée constituante. Il siège à gauche et vote avec les Républicains. Lorsque Louis-Napoléon Bonaparte pose sa candidature à l'élection présidentielle, Pietri se sépare cependant de la gauche et se rapproche du prince. Il est nommé préfet de l'Ariège en 1849, puis en novembre 1851 préfet de la Haute-Garonne. Le 27 janvier 1852, il devient préfet de police de Paris et le demeure jusqu'en 1858, date à laquelle il démissionne après l'attentat perpétré par Félix Orsini contre l'empereur Napoléon III. Nommé sénateur le 9 juin 1857, il est envoyé en 1860 comme commissaire du gouvernement pour organiser l'annexion du comté de Nice à la France. 3 ans plus tard, il est nommé préfet de la Gironde. Numéro 20. Domicile d'Alexandre-Henri Raoul Carré de Verneuil, officier en poste en Algérie dans les années 1860. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire militaire, la Saône-et-Loire et les Cévennes, tels que L'année en France depuis Charles VII jusqu'à la Révolution, Le costume militaire en France et les premiers uniformes, ainsi que Les couleurs de la France, ses enseignes et ses drapeaux. Carré de Verneuil était membre de la Société des Saisons. Fondée en 1837 par Blanqui, Barbès et Martin Bernard, la société se subdivisait en semaines qui regroupaient 6 hommes et un chef. Carré fut dimanche. 4 semaines forment un mois de 28 jours, comptons donc 28 unités et un chef. Carré devient ensuite juillet. 3 mois constituent une saison et 4 saisons forment une année. Au moins 3 années ont vu le jour. Le 12 mai 1839, la Société des Saisons lance une insurrection visant à renverser le régime de la monarchie de Juillet et à instaurer une république sociale. Numéros 21 et 23. Hôtel de Vatan, construit avant 1722 pour le marquis de Vatan. Il fut habité par la veuve du maréchal de Boufflers. En 1755, il entra en possession du comte d'Aigemont Pignatelli. L'immeuble fut détruit vers 1876 lors du percement de l'avenue de l'Opéra. Numéro 23. En 1879, Clément Ader participe à la création du premier réseau téléphonique, alors privé, de Paris avec Louis Breguet, Cornelius Roosevelt, François Rode, au sein de la compagnie des téléphones Gover. Devenue la Société Générale des Téléphones en 1880, la société lance l'année suivante le théâtrophone. Des micros étaient installés de chaque côté de la scène de l'Opéra Garnier et permettaient d'écouter l'opéra en restant chez soi. Il s'agissait de simples micros au carbone, à simple phase, qui ne permettaient pas un très bon rendu musical et acoustique. Numéro 28. Siège de la Revue des colonies. Recueil mensuel de la politique, de l'administration, de la justice et des mœurs coloniales, dirigé par Cyril Charles Auguste Bicêtre, de juillet 1834 à l'été 1843. Autrefois situé au numéro 46 de la rue Neuve-Saint-Eustache. Détail surprenant, la première année, la revue précisait qu'elle était dirigée par des hommes de couleur, mention qui disparaîtra les années suivantes. Curieux ? Non, car le fondateur est un métis, né en Martinique d'un ancien esclave noir. Durant toute sa vie, Bicêtre se battra pour faire abolir l'esclavage dans les colonies. Numéro 30. Siège de la maison de haute couture d'Émile Pinjat de 1860 à 1896. Il est considéré comme l'un des 3 meilleurs stylistes français de la seconde moitié du XIXe siècle. Pour créer ses vêtements, il s'inspirait des cultures du monde entier.
Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo de balade parisienne. Si la visite vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour de nouvelles découvertes et en attendant, passez une agréable journée.